Aujourd'hui, nous allons remonter à la toute fin du XIXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Mary Ann Ansell est née en 1877 et a vécu dans des conditions très pauvres dans le quartier de King's Cross à Londres. Elle vivait avec ses parents Jacques et Sarah Ansell ainsi qu'avec ses frères et sœurs. Malgré leurs terribles conditions de vie qui touchaient au là de nombreuses familles dans la Grande-Bretagne victorienne, ses parents travaillaient dur et essayaient d'offrir le meilleur possible à leurs enfants. Mais la tragédie a frappé lorsqu'une des sœurs de Mary Ann est soudainement décédée, ce qui a eu un effet profond sur ses parents ainsi que sur ses frères et sœurs. Enfant, Mary Ann avait une relation très proche avec sa sœur Caroline. Elles fréquentaient en fait la même école, mais les deux filles avaient du mal à se concentrer sur leurs études et les autres enfants se moquaient d'elles et les insultaient. La famille de Mary Ann avait des antécédents de troubles mentaux. La sœur de sa mère avait été diagnostiquée avec un trouble mental et était morte dans un asile, et Mary Ann a été très bouleversée lorsque, en 1895, sa sœur Caroline a été admise à l'asile de Levesden pour patients atteints de maladies mentales. C'était dans la ville d'Abbot Langley, qui se trouvait au nord de Londres, et cela signifiait qu'il serait très difficile pour Mary Ann de rendre visite à sa sœur. Lorsque Mary Ann a terminé l'école, elle a travaillé dans le service domestique pour de riches familles londoniennes et a finalement trouvé un bon poste dans le quartier très à la mode de Bloomsbury, travaillant comme femme de chambre pour un couple appelé Monsieur et Madame Maloney. C'était un bon poste pour Mary Ann. Et bien qu'elle vivait chez les Maloney et dormait sur le sol de la cuisine, c'était proche de la maison de ses parents à King's Cross, donc il lui était très facile de leur rendre visite pendant son jour de congé. Juste avant de commencer son nouveau poste, elle s'était fiancée. Mary Ann avait maintenant 22 ans et savait que beaucoup de filles de son âge étaient déjà mariées, alors elle était impatiente de s'installer et de fonder une famille. Elle avait cependant un léger problème pour réaliser son désir de se marier. Ni elle ni son fiancé n'avaient un taux assez d'argent pour se marier. En 1899, un certificat de mariage coûtait 7 shillings et 6 pence, et sans ce certificat, il n'y aurait pas de mariage. Mary Ann continua donc à travailler dans la maison élégante de la famille et essaya d'économiser assez d'argent pour son mariage. Ses employeurs, Monsieur et Madame Maloney, vivaient dans une grande maison à Great Coram Street et étaient très satisfaits du travail de Mary Ann. C'était une travailleuse consciencieuse et on lui faisait confiance pour aller au marché local acheter de la nourriture et des provisions pour sa maîtresse. En allant et revenant du marché, elle passait devant la maison tristement célèbre du numéro 12 Grande Rue de Coram où, la veille de Noël 1872, Harriet Buswell a été assassinée et le crime est resté non résolu depuis lors. Les habitants disaient que la maison était hantée par le fantôme d'Harriet, et Mary Ann veillait toujours à marcher rapidement lorsqu'elle passait devant la maison. Pendant son travail, elle s'inquiétait de ne pas pouvoir économiser suffisamment pour se marier. Elle savait qu'elle était une bonne employée appréciée de ses patrons. Mais avec son faible salaire et le fait qu'elle venait d'une famille très pauvre, son espoir de se marier semblait être un rêve très lointain. Marie eut l'idée d'assurer la vie de sa sœur Caroline, alors elle acheta une police qui verserait un peu plus de 11 livres si Caroline mourait dans les 6 mois suivant la souscription de la police, et un peu plus de 22 livres si elle mourait entre 6 et 12 mois après le début de la police. Elle l'a souscrite par l'intermédiaire d'un agent d'assurance qui fournissait des polices à ses employeurs, les Malonis. Il semble étrange qu'alors que Mary Ann économisait de l'argent pour se marier, elle était aussi prête à payer 3 vieux pence par semaine pour une police d'assurance sur la vie de sa sœur. Mais elle a dit à l'agent qu'elle voulait souscrire la police afin que, dans la malheureuse éventualité où sa sœur mourrait, elle puisse payer les funérailles. La police, cependant, ne serait pas valable dans le cas de sa sœur, puisqu'elle était patiente à l'asile. Alors Mary Ann a dit à l'agent que sa sœur n'était pas patiente, mais qu'elle y travaillait en réalité. En mars 1899, Mary Ann avait terminé sa longue journée de travail et se trouvait seule dans la cuisine. Monsieur et Madame Maloney étaient déjà couchés, et c'était le moment où Mary Ann avait quelques précieuses heures pour elle-même.
Mais ce soir-là, Marianne prit de la farine, des œufs et du sucre dans le placard et commença à préparer un gâteau. Lorsque le gâteau, qui sentait délicieusement bon, fut prêt, elle le sortit du four et étala une épaisse couche de crème à l'intérieur avant de superposer les deux moitiés du gâteau. La crème, cependant, avait une étrange couleur jaune car elle contenait un ingrédient très particulier, le phosphore, un élément chimique très toxique utilisé dans la Grande-Bretagne victorienne pour se débarrasser des rats et autres rongeurs. Elle avait acheté le poison quelques jours plus tôt dans un magasin local. Lorsque le gâteau fut terminé, il avait l'air parfait et Marianne l'enveloppa très soigneusement dans du papier Kraft. Le lendemain, elle se rendit à la poste et l'envoya anonymement à sa pauvre sœur Caroline, qui était patiente à l'asile de Levesden. Alors que Marianne revenait de la poste vers la maison des Maloney où elle travaillait, elle regarda la fenêtre à l'étage du 12, Great Coram Street. Elle se demanda si les histoires sur le fantôme de Harriet Boswell étaient vraies. Puis, baissant les yeux, elle retourna précipitamment à son lieu de travail. Le jeudi 9 mars 1899, le colis arriva au pavillon 7 de l'asile de Levesden. Comme la plupart des 1500 patients qui y résidaient, Caroline ne recevait pas beaucoup de visiteurs ni de cadeaux. Alors, lorsqu'elle reçut un petit colis, elle était très excitée. Elle l'a ouvert soigneusement et a été très heureuse de découvrir qu'il contenait un joli gâteau. La nourriture était très basique à l'asile et les patients ne recevaient jamais de bonnes friandises. Alors Caroline a retiré le papier et l'a soigneusement découpé en morceaux. Elle en a partagé avec les amis qu'elle s'était faites là-bas et ensemble, elles en ont vite mangé la majeure partie. Caroline a peut-être été généreuse en partageant son cadeau avec ses amis, mais elle en a mangé plus que quiconque et en a gardé un peu pour le lendemain, quand elle l'a terminé avec bonheur. Le vendredi 10 mars, Caroline et toutes les autres personnes qui avaient mangé le gâteau ont commencé à se sentir mal. Ils avaient tous les mêmes symptômes. Ils vomissaient des tousses et souffraient de fortes douleurs à l'estomac. À cette époque, l'asile connaissait une épidémie de typhoïde, donc comme le personnel médical était déjà débordé, ce n'est que le lendemain que Caroline a été vue par un médecin. Il l'a immédiatement envoyée à l'infirmerie, mais son état s'était fortement détérioré et la pauvre sœur de Marie-Anne est décédée. 2 jours après la mort de Caroline, Marie-Anne accompagna sa mère à l'asile. Marie-Anne était impatiente d'obtenir un certificat de décès, mais lorsqu'elle demanda comment elle pourrait en obtenir un, on l'informa qu'aucun certificat ne pouvait être délivré tant que la cause du décès n'était pas établie et qu'ils étaient en train d'organiser une autopsie. Le docteur Blair pratiqua l'autopsie sur le corps de Caroline, et lorsque les résultats furent annoncés, la mère de Marie-Anne fut très bouleversée d'apprendre que la cause du décès de sa fille était un empoisonnement au phosphore. Il ne fallut pas longtemps à l'inspecteur pour établir que Caroline Ansell avait été empoisonnée par le gâteau qui lui avait été envoyé anonymement quelques jours plus tôt, mais il découvrit rapidement que ce n'était pas le premier colis contenant de la nourriture qu'elle avait reçu et que le gâteau n'était probablement pas la première tentative de l'empoisonner. Quelques semaines avant l'arrivée du gâteau, Caroline avait reçu un colis contenant du thé et du sucre. Le thé et le sucre avaient un goût amer et n'avaient pas bonne apparence après être arrivés par la poste, alors Caroline les avait jetés. Le détective a également découvert que Caroline avait reçu une lettre de sa cousine nommée Harriet Parrish, lui annonçant que ses parents étaient décédés. Caroline a répondu à sa cousine en lui demandant de lui envoyer un ruban noir, afin qu'elle puisse faire le deuil de ses parents. Pourtant, monsieur et madame Ansell n'étaient pas morts et étaient bel et bien vivants. Cela semblait être une chose très étrange à faire. Mais lorsque les détectives ont parlé à l'expéditrice présumée de la lettre, madame Parrish, elle a nié en avoir eu connaissance ou l'avoir écrite. La police a alors concentré son attention sur le gâteau et le détective Wood a ordonné une fouille pour tenter de retrouver l'emballage jeté. Heureusement, il a finalement été retrouvé. Le cachet de la poste provenait d'un bureau près de Great Coram Street, donc l'attention s'est portée sur Marianne. La police a fouillé ses affaires chez monsieur et madame Maloney. Elle n'avait que quelques affaires puisqu'elle dormait principalement sur le sol de la cuisine. Ils ont également examiné toutes les affaires de Caroline dans sa chambre à l'asile.
Ils ont rapidement trouvé une carte de Noël envoyée à Caroline par Mary Ann et, lorsque l'écriture de la carte de Noël, du papier d'emballage du gâteau et de la lettre adressée à Caroline, censée avoir été écrite par Harriet Parrish, a été comparée, il était évident, même pour un œil non averti, que les trois avaient été écrites de la même main. Les preuves contre Mary Ann Ansell s'accumulaient. La police l'a interrogée et elle a essayé d'expliquer qu'elle avait acheté du phosphore afin de tuer les rats et les rongeurs dans la maison. Mais lorsque la police a interrogé sa patronne, Madame Maloney, celle-ci a dit à la police qu'il n'y avait pas de problème de rats chez elle. Madame Maloney a également parlé à la police de la police d'assurance vie que Mary Ann avait souscrite sur sa sœur. Le détective Wood décida qu'il avait désormais suffisamment de preuves et inculpa Mary Ann Ansell du meurtre de sa sœur, Caroline. Lorsqu'il lut ses droits à la jeune femme, Mary Ann répondit « Je n'en sais absolument rien. Je suis aussi innocente qu'une fille puisse l'être. » Le détective Wood a également examiné si Mary Ann avait agi seule ou s'il s'agissait d'un crime commis sur les instructions de son fiancé. Mais après l'enquête, il a conclu que Mary Ann avait effectivement agi de sa propre initiative. La police était d'abord perplexe quant à la raison pour laquelle Mary Ann avait écrit une lettre à sa sœur, bien qu'elle prétende venir de sa cousine, disant que ses parents étaient morts. Mais ils ont conclu que Mary Ann aurait su qu'à la mort de Caroline, les autorités auraient contacté ses parents et auraient probablement mené une enquête, mais elle pensait que si les autorités croyaient ses parents décédés, il y aurait beaucoup moins de chances qu'elles mènent une enquête. Le procès de Mary Ann Ansell commença le 30 juin 1899 et dura 2 jours. Les preuves contre elle semblaient accablantes et l'accusation n'a pris qu'une demi-journée pour présenter son dossier. Lorsque le jury s'est retiré pour délibérer sur le verdict, il est revenu après 2 heures, tant soit pour déclarer l'accusé coupable de meurtre. Mais étonnamment, il n'a pas formulé de recommandation de clémence et le juge a condamné Mary Ann à la peine de mort par pendaison. La défense a contesté la sentence et, en se concentrant sur les antécédents de folie dans la famille de Mary Ann, on pensait que le ministre de l'Intérieur, Sir Matthew Ridley, commuerait la peine en prison à perpétuité, mais il ne l'a pas fait. L'affaire a soudainement pris une ampleur nationale. Un journal national a lancé une campagne pour sauver la jeune fille de 22 ans. Ils ont envoyé des journalistes dans le quartier nord-est de Bloomsbury à Londres, où la famille Ansell vivait dans des conditions précaires. Le journal a par la suite publié des articles sur les problèmes de santé mentale dans la famille. L'appel était à la compassion pour Mary Ann, mais le ministre de l'Intérieur a tout de même refusé de changer sa décision. 2 membres du jury ont déclaré qu'ils considéraient comme une formalité que Mary Ann verrait sa peine commuée, et ont affirmé que s'ils avaient même su que ce ne serait pas le cas, ils ne l'auraient pas déclaré coupable. Plus de 100 membres du Parlement ont signé une pétition pour que Mary soit épargnée. Ils ont tenté de convaincre le ministre de l'Intérieur, à qui on a parlé de ses 2 sœurs qui avaient été reconnues folles, ainsi que de la sœur de sa mère qui était morte dans un asile. Beaucoup de gens pensaient aussi que Mary Ann souffrait de troubles mentaux. Les personnes qui la connaissaient ont déclaré à la presse qu'elle avait toujours été étrange et qu'elle parlait souvent toute seule. Une pétition a été lancée avec plus d'1 millier de signatures implorant la clémence pour Mary Ann. Un appel a même été directement adressé à la reine Victoria. La reine, cependant, a simplement renvoyé l'affaire au ministre de l'Intérieur qui, après avoir étudié les résultats de l'enquête médicale sur son état mental, a conclu qu'elle était effectivement saine d'esprit et est restée ferme dans sa décision de ne pas commuer sa peine. Les parents de Mary Ann lui ont rendu visite à la prison de St. Albans. Mais ils n'ont été autorisés à communiquer avec elle qu'à travers une grille en fer dans sa cellule. Mary Ann, en pleurs, a demandé pardon à son père, qui a accepté. Après la visite, son père a adressé une requête au ministre de l'Intérieur, demandant à nouveau que la peine de Marianne soit commuée. Il avait déjà perdu 2 filles, l'une à cause d'une tragédie, la seconde à cause d'un meurtre, et il ne voulait pas que la 3e soit prise par l'État. Cela cependant fut à nouveau sans succès. Le matin du mercredi 19 juillet 1899, une grande foule s'est rassemblée devant la prison de St. Albans, tandis que le jeune homme de 22 ans attendait à la potence. Avant l'exécution, elle a répété les paroles de l'aumônier
Que Dieu pardonne à cette misérable pécheresse. Et à 8 heures du matin, Marie-Anne Ansel a été pendue. Après son exécution, Marie-Anne a été enterrée dans une tombe anonyme à l'intérieur de la prison. Puis, en 1931, elle a été réinhumée au cimetière municipal de Saint-Alban. Elle a le triste honneur d'être la dernière femme pendue en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et je vous retrouve dans le prochain Briefcase Report.